Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'équipe de LexisNexis Maroc en partenariat avec Icône Juris, partenaire exclusif de LexisNexis au Maroc et le Conseil régional des notaires de Rabat. Je suis Angélique Azi, responsable de la plateforme de recherche juridique en ligne LexisMA et rédactrice en chef de la revue Droit et stratégie des affaires au Maroc. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la nouvelle loi sur les sûretés mobilières. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord signé par LexisNexis et son partenaire Icône Juris avec le Conseil régional des notaires de Rabat fin 2020. Grâce à ce rapprochement, nous avons déjà publié une vingtaine de fiches pratiques dédiées à la pratique notariale au Maroc sur la plateforme LexisMA. Je profite donc de cette occasion pour remercier Monsieur Taoufik Azouzi, président du Conseil régional, et l'ensemble des notaires et auteurs ayant œuvré à ce projet. Je remercie également nos deux intervenants du jour, Madame Yousra Adjam, notaire à Rabat et docteur en droit commercial, et Monsieur Mohamed Allah, conseiller juridique. Avant de passer la parole à nos deux experts, je vous indique que vous pouvez tout au long de leurs interventions interagir avec nos speakers en posant vos questions via le chat. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions par écrit à nos deux intervenants, ils y répondront à l'issue de leurs interventions. Sans plus tarder, je passe la parole à Yousra Adjam. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. J'espère que j'apporterai les réponses nécessaires à vos questions, mais aussi que j'apporterai un éclaircissement sur la nouvelle législation, moi et Monsieur Allah Mohamed, sur la nouvelle législation sur les sûretés mobilières. Alors, comme vous savez tous, donc la pratique tout au long de ces dernières années ou tout au long des années, et aussi les exigences de droit des affaires, ils ont mis en la lumière sur pas mal de problématiques que rencontrent ou qui sont posées en fait par la législation avant la loi 21-18. Ce qui fait que ça nous a permis quand même de soulever un certain nombre de problématiques. Première des choses, c'est que les textes de loi sont devenus obsolètes, des textes complexes, éparpillés et des fois, ça crée des incompatibilités. Deuxièmement, il y a eu des absences d'un registre unifié, donc on n'a jamais eu au Maroc un registre unifié, ou bien qu'il y avait un registre ou plusieurs registres qui étaient éparpillés et qui étaient des fois des registres inefficaces. Troisièmement, et ça aussi, ça touche en fait le fond des choses, c'est on avait dans notre législation, avant la loi 21-18, des notions qui n'étaient pas claires et donc qui avaient peu de clarté et que, on va dire, posaient des risques d'insécurité juridique dans le sens qu'elles pouvaient créer une confusion. Alors, monsieur, là, je vous donne la parole pour exposer les finalités de cette. Merci. Bonjour tout le monde. Comme l'a dit Madame Yousra, donc je me réjouis aussi d'être parmi vous. Je tiens à remercier la plateforme de nous avoir permis cette réunion et le partage de réflexions autour de la loi 21-18. Comme l'a précisé Madame Yousra, donc le problème du texte antérieur, le DOC ou des textes éparpillés, pénalisait beaucoup les opérations de financement, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Et le système actuel, visé par la loi 21-18, prônait une meilleure visibilité tout d'abord pour les acteurs économiques en matière de financement, parce qu'il y a un registre électronique qui va unifier la publicité de tous les notissements et les notissements des biens immobiliers du débiteur ou des constituants. Également, il y a une meilleure sécurisation des transactions et une facilitation d'accès au financement à travers un formalisme beaucoup moins fort en matière de la façon de contracter, c'est-à-dire les formalités du contrat.
et le cause d'une nullité. Donc, ces deux éléments étaient très importants. Et également, un élément aussi important, c'est celui de la réalisation des sûretés, parce que l'établissement bancaire, lorsqu'il octroie un crédit, il préfigure à l'issue de cette opération. Et donc, s'ils n'arriveraient pas à recouvrer leurs créances à travers les mesures de réalisation des créances, ils ne donneront pas de crédit. C'est pour cette raison-là que la loi a revu donc les modes de réalisation. On va traiter donc l'ensemble de ces questions donc à l'occasion des débats, également de l'exposé qui sera fait par Madame Yousra et moi. Et merci beaucoup. Alors, je propose de passer la vidéo. Ça vous convient? Oui. Excusez-moi, je mets un peu de temps. شحال من مقاول كيقول لك بغيت نطور المشروع ديالي ولكن ما عنديش باش، او لا ما كرهش ناخذ كريدي من البنكه ولكن ما عندي لا ارض ولا دار اللي نرهن. هاد الصعوبات ديال التمويل اللي كتعاني منها بعض الشركات وخاصه الشركات الصغيره والمتوسطه كتعلق بشكل رئيسي بعدم استغلال الضمانات المنقوله او انها ما كافياش، الشيء اللي كيخلي مشاريعهم ما تطورش وتقدر تفشل نهائيا. ولكن هذا الشيء ما بقاش دابا، حيت صدر قانون جديد كيتعلق بالضمانات المنقوله باش يسهل فرصه الحصول على التمويل ويسهل انشاء الضمانات ويوسع المجال ديالها باش تشمل مختلف الممتلكات المنقوله المتاحه للمقاولات. مثلا عندك مقاوله وبغيتي تطورها وخاصك الفلوس ولكن ما عندك ما تعطي كضمانه، هذا القانون كيعطيك امكانيه تعطي الماتيريال ديال المقاوله ديالك كضمانه، ومن طبيعه الحال عندك الحق تبقى خدام بهم غير كتضمن بهم البنكه فلوسها. وهذا الشيء بالنسبه لجميع المهن والميادين وكيشمل مختلف انواع الممتلكات بحال الماتيريال ديال الخدمه، سلعه، اصل تجاري، ديون كتسالها لشي حد، حسابات بنكيه وحتى المردودات اللي غتنتجهم في المستقبل. وباش يكون كل شيء واضح وشفاف بالموازاه مع هذا الاصلاح تفتح السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقوله مكلفه به وزاره العدل، عباره عن منصه الكترونيه سهله الولوج للعموم ويمكن لاي دائن يسجل فيها الضمانات ديالو ويصرح بجميع حقوقه اللي على هذه الضمانات المنقوله. الهدف من هذه المنصه هو يعلم مختلف الاطراف على الوضعيه القانونيه ديال الممتلكات المنقوله اللي غتستعمل كضمانات والحقوق اللي مترتبه عليها. وانت ملي كتبغي تطلب كريدي بمجرد ما كتطالع على البنك ديالك على المنصه كتعرف وضعيه الضمانات المنقوله ديالك والوضعيه القانونيه ديالها في حال ما سبق لك قدمتيها لشي بنك اخرى ولا ما طلع ليها والو. وملي كتفقوا وتوقعوا العقد كتولي تبان الضمانات ديالك في المنصه، وملي كيسالي العقد وكترد الدين كيتحيد الرهن من المنصه. وهكذا غيتشجعوا الابناك اكثر باش يمنحوا قروض بمقابل ضمانات منقوله، وغيستافدوا الشركات المقاولات بسهوله من التمويل اللي خاصهم للانشطه ديالهم، الشيء اللي غيساهم باش يعطي دفعه جديده لاقتصادنا الوطني. Monsieur Allah, peut-être que vous souhaitez commenter la vidéo que nous avons diffusée aux participants? Oui, cette vidéo démontre un petit peu l'utilité, l'intérêt du nouveau registre national de sûreté immobilière et qui va apporter certainement aux entreprises, les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas de surface financière assez importante pour être crédible vis-à-vis des établissements bancaires, la possibilité de donner au notissement tous les éléments, les biens meubles dont ils disposent. C'est une revalorisation de ces biens meubles et l'inscription va permettre certainement aux créanciers et aux tiers d'être informés à la seconde près de toutes les opérations à travers cette plateforme et il y aurait un gain pour l'économie nationale à ce propos. Merci beaucoup. Madame Adjam, je vous propose d'avancer sur donc la présentation de la nouvelle loi. Alors, on va mettre la présentation en plein écran. Merci. Merci beaucoup. Alors, en premier lieu, il faudrait savoir que cette loi a instauré un système, on va dire, qui va nous permettre d'avoir exactement ou d'éclaircir exactement sur certaines notions.
à savoir le gage et le nantissement. Donc, actuellement, le gage ne veut pas dire et gage et nantissement, mais il veut dire tout simplement un gage. Ça veut dire que c'est tout simplement un contrat qui va permettre au débiteur ou à un tierce personne qui agit au nom du débiteur de affecter une chose à la garantie d'une obligation et qui requiert la dépossession de la chose. Alors que le nantissement, c'est tout simplement une sûreté, c'est la même chose que le gage. Par contre, le nantissement est une sûreté qui ne permet pas la dépossession. Donc, en fait, c'est ça la différence entre les deux. Donc, actuellement, lorsqu'on dit nantissement, c'est sans dépossession. Lorsqu'on dit gage, c'est avec dépossession. Alors, pour parler de ces garanties, on va dans cette présentation pour parler des deux, on va dire garantie plutôt que nantissement et gage. Donc voilà. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut nantir ou gager, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut donner en garantie. Alors quelle est la nature de la chose qui va être donnée en garantie? Premièrement, on garantit selon toujours la loi. Donc, par rapport à l'article 1170, on garantit donc tout bien, meuble, corporel ou incorporel, donc une chose mobilière, qu'elle soit corporelle ou incorporelle, sachant que la loi aussi rajoute qu'on peut nantir et gager un bien immobilier, alors qu'on sait très bien que pour les biens immobiliers, ça sera les hypothèques et non pas le gage et le nantissement. Mais bon, donc on peut finalement garantir ou donner à garantie un bien meuble corporel ou incorporel. C'est un bien qui doit donc absolument être aliénable parce qu'on sait très bien que la sûreté va débaucher sur, probablement, elle va débaucher sur son exécution. Donc, si on ne paye pas la créance, le gage et le nantissement sont donc des actes de disposition. Donc, il faut obligatoirement qu'on ait, qu'il soit aliénable et donc qu'on a la possibilité de donner une chose qui existe dans le commerce. Alors, la chose, objet du gage ou du nantissement, doit être un corps certain, ou une chose fongible, ou on peut même donner du numéraire, ou on peut donner des titres, on peut donner des créances, on peut donner des comptes bancaires, donc tout objet mobilier, qu'il soit corporel ou incorporel. Alors, la chose doit exister au moment de la constitution du gage ou du nantissement. Donc, en fait, parce que la loi, dans son article 1190, impose la description de la chose gagée ou nantie. Ça veut dire qu'on doit donner une description de la chose dans un souci d'identifier la chose qu'on va donner. Alors, la loi marocaine permet aussi de nantir et de gager une chose future, une chose aléatoire et une chose dont on n'a pas la possession. Avant la réglementation, la nouvelle réglementation, on pouvait que nantir une chose future aléatoire et dont on n'a pas la possession, mais actuellement, on peut nantir et gager cette chose future aléatoire dont on n'a pas la possession. Bon. Ça, c'est une nouveauté qui a été rajoutée par la loi. C'est vrai qu'on peut toujours critiquer cette disposition parce que finalement, le gage, pour qu'il soit valable, ça suppose la dépossession et donc une chose future, c'est-à-dire que c'est une chose qui n'existe pas encore. Alors, cette notion nouvelle, donc d'ensemble de biens, donc on peut effectivement maintenant nantir ou gager un ensemble des biens sans pour autant énumérer individuellement tous les éléments grevés. Donc ça, c'est une nouveauté de cette loi. La réforme a surtout touché le nantissement des créances et donc ça a permis de nantir des créances futures dont le montant n'est pas certain ou qu'il est variable ou résultant d'un acte à intervenir et dont le montant n'a pas encore été déterminé. Par exemple, à titre d'exemple, on peut stipuler dans un contrat que pour sûreté et garantie du remboursement de toute créance susceptible de résulter de l'objet d'un tel contrat, on va nantir au profit du créancier un tel bien. Donc voilà, ça c'est un exemple un tout petit peu d'une chose ou d'une créance future donc, dont on a le montant qui n'est pas vraiment certain. Pour le gage ou le nantissement, le gage et le nantissement, portant sur une chose, il porte aussi sur les fruits de cette chose, les produits de la chose, les accessoires de la chose gagée ou nantie, mais qui sont compris dans l'assiette du nantissement à la date de la constitution donc de ce gage ou de ce nantissement. Alors, il faut faire attention parce que, en fait, les produits, les fruits et les accessoires sont compris automatiquement dans l'assiette du gage ou du nantissement si on ne les exclut pas par une stipulation contractuelle. Donc, il faudrait quand même donner aux parties le choix de les inclure ou de ne pas les inclure. Donc, voilà.
Alors, une autre nouveauté a été introduite par l'article 1192 qui prévoit donc que le créancier et le débiteur, ils peuvent convenir ensemble de remplacer la chose gagée au nanti en totalité ou en partie. Donc, en fait, il y aura donc finalement un changement de l'assiette. Donc, on peut changer l'assiette du gage. Par contre, on a quand même insisté sur des garde-fous. Donc, on va les conditionner ou on va conditionner ce changement par deux choses. Premièrement, par deux conditions. Donc, premièrement, il faut que la valeur de la chose qui remplace au moment de ce remplacement, il faut qu'elle ne soit pas supérieure à la chose qui a été remplacée de plus du 10e. C'est-à-dire tout simplement, il faut qu'on remplace par une autre chose qui a la même valeur, ou bien qu'elle ne peut, ou dont la valeur est supérieure, mais qu'elle ne peut pas excéder le 10e de la première valeur. La chose qui va remplacer doit être libre de tout gage ou nantissement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la chose qui remplace soit donnée en garantie en faveur d'un autre créancier déjà, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas déjà l'objet d'un gage ou d'un nantissement. Alors, le remplacement de la chose à gage, elle obéit aux mêmes conditions de forme. Donc, à savoir, il faut décrire la chose afin de l'identifier. Et donc, on doit opérer ce remplacement par écrit et faire donc une inscription ultérieure dans le fichier national ou le registre national des sûretés mobilières. Donc, ça s'appelle une modification auprès du dit fichier. Bien, ça aussi, ça nous fait poser une autre question. Donc, qu'est-ce que garantit ce nantissement ou ce gage? Alors, le nantissement et le gage, ils garantissent une créance née ou bien une créance future. Le montant de la créance peut être déterminé ou pas, comme il n'est déterminé que son montant maximum. Donc, ça aussi, c'était une nouveauté de la loi. Alors, l'intérêt de la garantie de la créance future, c'est que le créancier, il peut prendre rang immédiatement. Et ce, en garantissant donc une créance qui n'existe pas encore et qui résultera d'un contrat à conclure. L'article 1175 de la loi 21/18, dans son alinéa 2, il prévoit que le contrat constitutif de la garantie doit mentionner le montant de la créance ou son montant maximum. Mais il laisse quand même la porte ouverte à un emplafonnement puisqu'il suffit de décrire en termes généraux les éléments de la créance et les obligations qui lui donnent naissance. Surtout, ces sûretés non plafonnées peuvent en principe servir à garantir tout type de crédit. Donc, ça permettra effectivement aux PME ou aux personnes qui veulent constituer des garanties, ça permet d'avoir une plus grande assiette de crédit. Il faut savoir que le gage et le nantissement, c'est l'accessoire de la créance qu'il garantit. Donc, automatiquement, une créance nulle ou inexistante, elle fait disparaître le gage ou le nantissement. Il faut donc s'assurer de la créance avant de la garantir. Alors, les sûretés immobilières garantissent en dehors aussi de la créance. Pardon, est-ce que vous pouvez revenir sur l'autre slide parce que je ne l'ai pas encore terminé, merci. Alors, les sûretés immobilières, elles garantissent une obligation éventuelle, ça veut dire pas seulement une créance, une obligation éventuelle de faire ou de ne pas faire, ou une obligation qui est soumise à une condition suspensive. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on constitue cette garantie? Donc, afin de sécuriser ces garanties immobilières et donc de prévenir les contestations futures et donc pour établir une preuve, on a établi un formalisme. Mais fort heureusement, ce formalisme est allégé par rapport au formalisme qui existait avant. Donc, la garantie est actuellement constitué par un contrat solennel, alors que en fait c'est un contrat qui peut être juste un contrat qui n'est pas écrit, mais là il faut quand même une obligation de l'écrit. Alors l'écrit est exigé actuellement, même lorsqu'il s'agit du gage qui normalement en sa forme il se forme, juste par la remise de la chose. Mais en fait, actuellement, pour pouvoir garantir une meilleure sécurité, il faudrait que ce soit par écrit. Le gage constitué par écrit, qu'il soit authentique ou sous seing privé, n'est parfait que par la remise de la chose, donc la remise effective de la chose au créancier ou à un tiers convenu entre les parties au contrat. Donc finalement, le notaire, il doit constater la remise de la chose au sein de l'acte constitutif du gage. Donc, en fait, il faut établir une clause qui va constater la remise de la chose
au sein de l'acte constitutif. D'autant plus que l'opposabilité au tiers, ça comme vous le savez, pour le gage, c'est la remise effective de la chose qui en est l'objet, puisque c'est une garantie avec des possessions. Alors, le gage n'est pas inscriptible au niveau du registre national des sûretés mobilières. L'opposabilité au tiers n'est possible qu'avec la remise de la chose. Donc, on n'inscrit pas le gage sur le fichier ou le registre national des sûretés mobilières. Bien, alors, ceci nous ramène aussi à poser une question. Donc, qu'est-ce qu'on est censé inscrire sur le registre national des sûretés mobilières? Alors, on inscrit le nantissement. Donc, la loi, c'est la loi qui détermine en fait ce qui doit être inscrit de ce qui ne doit pas être inscrit et quels sont les effets. Donc, déjà, quand on inscrit, c'est pour l'opposabilité au tiers, mais aussi pour déterminer le rang des créanciers. Alors, la loi ne donne pas de délai pour inscrire sur ce registre, mais du moment qu'on sait que le rang des créanciers dépend bien sûr de la date d'inscription, donc il vaut mieux faire le plus vite possible et donc inscrire le plus vite possible. Alors, la loi prévoit ou oblige l'inscription du nantissement d'un fonds de commerce, d'accord? Et donc, l'inscription, dans ce cas, elle garantit aussi une année d'intérêt de l'année en cours si on stipule un droit aux intérêts et si on inscrit le taux d'intérêt dans le registre national. Donc, il faut inscrire et les nantissements et les intérêts et le taux d'intérêt. Ou bien le nantissement du matériel, de l'outillage, des produits, des matières, des comptes bancaires, des titres, des créances. On inscrit aussi le privilège du vendeur en cas de vente d'un fonds de commerce, qui fait, donc cette inscription n'est pas soumise à la publication dans les journaux, ça a été supprimé. Alors, la cession du droit ou d'une créance à titre de garantie, on inscrit aussi la vente mobilière avec clause de réserve de propriété. On inscrit la cession de créances professionnelles à titre de garantie et la facturage. On inscrit la cession ou subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement. On inscrit les effets négociables créés en représentation de la créance garantie. Donc, lorsqu'on crée effectivement des effets de commerce pour garantir le paiement d'une créance et que la création de ces effets sont prévus dans l'acte de nantissement, et bien dans ce cas, il faut les inscrire. On inscrit aussi la promesse de nantissement. Alors, la promesse de nantissement, quand on l'inscrit, ça permet c'est un peu comme une prénotation en fait, c'est un peu le même raisonnement. Donc, quand on inscrit une promesse de nantissement, d'abord, elle ne durera que 3 mois. Et puis, ça permet de garder le rang du créancier pendant le délai de 3 mois. Alors, on inscrit aussi le crédit bail. Bien, alors, est-ce qu'on peut passer à… Merci beaucoup. Alors, la loi a prévu, et là, il faut faire vraiment très attention parce que le registre est actuellement en vigueur. Donc, les créanciers nantis qui ont déjà inscrit des sûretés mobilières au registre de commerce avant la date de la mise en service effective du registre national, ils sont tenus, sous peine de déchéance du droit de priorité dont ils disposent, de transférer les inscriptions dans un délai de 12 mois à compter de la date de la mise en service. Ça veut dire qu'il faut réinscrire au niveau du registre national. Alors, il faut savoir que le législateur marocain n'a pas emprunté la voie d'une sûreté mobilière unique, comme pour les pays anglo-saxons. De ce fait, on va avoir une juxtaposition de régimes spéciaux de gage et de nantissement, donc qui sont maintenus en dehors de derrière des obligations des contrats qui a été modifié et en dehors du code de commerce. Donc, il faut donc je citerai à titre d'exemple le nantissement de films cinématographiques qui est en fait toujours soumis au Daher du 26 juillet 1949. Donc, il faudrait inscrire sur le registre public pour la publicité des actes, des conventions et des jugements qui portent sur les films cinématographiques. Les sûretés spécifiques aux aéronefs, donc l'hypothèque à inscrire sur le registre d'immatriculation conformément à la loi 4013 et les navires, donc l'hypothèque à inscrire sur le registre des hypothèques maritimes du code de commerce, les gages sur la propriété intellectuelle, marques, brevets, dessins et modèles industriels. Donc, il y a le registre national des brevets, le registre national des marques, etc. Donc, finalement, il faut faire une double inscription. Donc, il faut réinscrire aussi dans ces régimes ou dans ces registres spécifiques. Alors, lorsqu'on constitue en fait le gage, on va se projeter sur, on va dire, la réalisation de ce gage. Donc, au moment où on est en train d'établir le contrat constitutif de ce gage,
il faudrait se projeter sur la réalisation de la garantie. Alors là, on a une nouveauté très saluée et très louable, c'est que finalement, le législateur a permis un pacte commissoire. Il a permis la vente de gré à gré par voie d'enchère organisée par une personne de droit privé. Il a permis aussi de faire ordonner la vente, ordonner en justice que la chose donnée en garantie demeure au créancier pour le paiement de la créance. Bien entendu, il y a toujours la voie judiciaire qui reste quand même valable. Alors, le pacte commissoire. Le pacte commissoire, ça, c'était interdit par la réglementation marocaine, mais elle a été permise dans la loi 21-18, ce qui permet, est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Alors, le pacte commissoire, lui, il permet au créancier gagiste ou nanti de s'attribuer la chose gagée ou nanti à défaut de paiement de la créance. Donc, il a quand même des avantages. Donc, c'est quoi les avantages de ce pacte commissoire? C'est qu'il va permettre une réalisation simplifiée, rapide et peu onéreuse de la sûreté. Donc, elle permettra au créancier de devenir de plein droit propriétaire du bien objet de la garantie, sans passer par la phase judiciaire et la procédure du Code de procédure civile. Le créancier n'aura pas à solliciter la licitation du bien, ni son attribution judiciaire. Il a aussi comme finalité d'inciter donc finalement le débiteur à honorer ses engagements, parce qu'il n'aura pas envie de perdre le bien. Par contre, il présente quand même des inconvénients. Il n'est pas du tout adapté à tous les cas de figure. Ça veut dire qu'il n'est pas adapté au créancier qui ne veut pas devenir propriétaire du bien. Donc, il faut d'abord s'assurer de la volonté des parties. Il n'est pas non plus adapté à certains créanciers, à savoir les établissements bancaires, par exemple, qui, eux, en cas de sûreté sur un fonds de commerce, ils ne voudront pas du tout avoir un fonds de commerce dans leur actif. Et donc, parce qu'ils n'ont pas les compétences pour garantir l'exploitation de ce bien. Alors, la réalisation du pacte peut être aussi rendue difficile et complexe en présence de certains privilèges légaux. Donc, c'est pas à chaque fois, et c'est pas automatique qu'on doit mettre le pacte commissoire dans les actes constitutifs du gage ou du nantissement. Alors, pour parer aux abus, par contre, la loi, elle impose une expertise de la valeur du bien au jour du transfert de cette propriété. Justement, le pacte commissoire, il a comme inconvénient, si on prend le pacte commissoire tel qu'il est dans d'autres législations, il a comme inconvénient que le créancier, lui, parce qu'il n'est intéressé que par sa créance, il peut par exemple vendre le bien, s'approprier le bien, alors que le bien a une valeur qui est quand même vraiment plus supérieure. Et donc, la loi, elle impose donc une expertise de la valeur du bien au jour du transfert de propriété, ça veut dire au jour de la mise en œuvre du pacte. Bien, alors ça, c'est une clause de pacte commissoire à insérer dans les actes. Donc, on pourra partager ensemble, on pourra partager éventuellement et ultérieurement. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Alors, deuxième manière de réaliser le gage. Alors, actuellement, on peut faire vendre le bien gré à gré. Alors, c'est ce qu'on appelle tout simplement la clause de voie parée. Alors, la clause de voie parée était interdite dans la législation marocaine et elle est toujours, elle est actuellement interdite pour tout ce qui est immeuble, mais elle est quand même possible pour les sûretés mobilières. Par contre, on n'a pas opté pour la clause de voie parée, on va dire, dans son intégralité. Donc, on va dire qu'on a quand même mis en place des garde-fous aussi pour cette clause. Donc, cette clause, elle permet tout simplement au créancier de vendre amiablement le bien. Et donc, c'est une autorisation préalable qui est faite par le constituant de la sûreté au créancier de vendre amiablement le bien, tout simplement. Alors, comme pour le pacte commissoire, donc pour parer à tout risque d'abus, la loi, elle va imposer une expertise de la valeur du bien au jour de la vente de la propriété. Bien sûr, l'expertise va être faite, soit la valeur va être dégagée, soit par les parties eux-mêmes, soit s'ils se mettent pas d'accord, on va désigner un expert, ou s'ils se mettent pas d'accord sur la désignation de l'expert, ça va être désignation par voie judiciaire. Alors, vous aurez aussi une clause de pacte de vente gré à gré. Pardon, excusez-moi, il y a une erreur. Donc, c'est une clause de vente gré à gré à insérer dans les actes qu'on va aussi partager ultérieurement.
Troisièmement, la vente judiciaire. Le créancier peut faire ordonner la vente judiciaire de la chose. Donc, en fait, c'est la situation classique et ce, conformément au code de procédure civile. Donc, la situation classique. Quatrièmement, on peut, donc, en absence de pacte commissoire, le créancier, il peut faire ordonner en justice. On passe au slide suivant, s'il vous plaît. En absence de pacte commissoire, le créancier peut faire ordonner en justice que la chose donnée en garantie demeure au créancier au paiement de la créance. Donc, en fait, c'est comme si on va établir un pacte commissaire judiciairement. La valeur va être, la valeur de la chose est fixée par un expert qui sera désigné par le juge et on applique les dispositions de l'article 1227 dans le cas où la valeur dépasse la créance. Tout simplement, si la valeur dépasse la créance, cet article, il demande au créancier de laisser le reliquat sur un compte ouvert pour que les autres créanciers puissent puiser dessus, ou bien que finalement, s'il n'y a pas d'autres créanciers, ça reviendra au débiteur. Bien, alors, quels sont les effets de la sûreté mobilière? Alors, les effets de l'inscription. Alors, l'inscription de la sûreté, elle opère l'opposabilité au tiers, mais aussi elle détermine le rang entre les créanciers. Ça, on parle bien sûr du nantissement, et pas du gage. Le rang des créanciers gagistes est déterminé par la date de l'acte constitutif pour le gage. Pour le nantissement, c'est l'inscription. Il est donc possible de constituer plusieurs gages sur une seule chose avec des rangs différents. Ça, c'est possible. Ça a été permis aussi par la loi. Le consentement, dans ce cas-là, le consentement du premier créancier gagiste n'est pas requis pour la validité du second gage, mais le débiteur, il doit aviser les autres créanciers de la constitution d'un sous-gage de second rang. Le notaire ici, rédacteur de l'acte constitutif du gage, doit mentionner cette obligation dans son acte. Et cette obligation repose sur le constituant, bien sûr. Alors, les effets maintenant de la sûreté elle-même. Alors, pour le créancier gagiste ou nanti, il dispose d'un droit de suite sur la chose donnée en garantie, en quelques mains qu'elle passe, et d'un droit de priorité. Alors, si la dette est échue, les créanciers disposent d'un privilège s'ils ratifient la cession. Si la dette n'est pas échue, son gage ou son nantissement se transporte sur le prix. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le débiteur, il ne perd pas le droit d'aliéner la chose, à condition que la dette soit payée en principal et accessoire, sauf si le créancier consent à ratifier l'aliénation. Donc, en fait, est-ce qu'on peut insérer une clause d'interdiction d'aliéner? Bon, à mon sens, non. Parce que la loi, elle parle des cas où le créancier, il dispose toujours de privilèges s'il ratifie la cession, si la dette est échue. Sinon, tout simplement, son gage ou son nantissement, il se transporte sur le prix. Et puis, il a un droit de suite. Donc, finalement, on ne peut pas insérer une clause d'interdiction d'aliéner. Ça, c'est mon avis personnel. Alors, maintenant, la radiation de la sûreté. Bon, contrairement à l'hypothèque, qui est en fait une garantie réelle indivisible, la loi 21-18 prévoit la divisibilité du gage et du nantissement, puisque les parties peuvent convenir de la mainlevée partielle en tenant compte du taux d'exécution de l'obligation, sous réserve du principe de la proportionnalité entre la valeur de la chose donnée en garantie et la part exécutée de l'obligation. La mainlevée totale est aussi possible, en fait, même si l'obligation n'a pas été, mais bon, ça, c'est au risque et péril du créancier. Alors, lorsque le gage est constitué de plusieurs choses séparées, par contre, de manière à ce qu'une chose garantit une partie de la dette, le débiteur ayant payé une fraction de la dette a le droit de reprendre possession de la chose qui a été mise en gage correspondant à cette partie. Le rôle du notaire, il s'avère ici décisif, puisqu'il faut faire correspondre une chose à une partie de la dette et donc de fractionner la dette. Alors maintenant, l'extinction de l'obligation, on le sait tous, et se fait soit par paiement, soit par résolution, soit par nullité, soit par annulation de l'acte, etc., etc. Donc, et ça suppose en fait une radiation de l'inscription. Alors, le législateur, cette fois, il est intervenu pour établir un délai pour cette radiation suivant l'extinction donc de l'obligation. Donc, en fait, c'est dans un délai de 15 jours qui suit l'extinction de cette dette. À défaut, la personne qui a procédé à l'inscription est tenue responsable du préjudice subi.
Alors, le notaire, est-ce qu'il engage sa responsabilité? Eh bien, dans le cas où il est mandaté pour radier, eh bien, bien sûr, le notaire, il doit observer les délais de 15 jours. Sinon, bah, il sera tenu pour responsable. Merci beaucoup. Je donne la parole à M. Mahmoud Ali. Donc, bonjour. Donc, je vais parler maintenant du côté procédural, c'est-à-dire le formalisme requis pour la publicité sur cette immobilière. Je ne vais pas parler des biens donnés en gage parce que la dépossession fait office de publicité. Les tiers reconnaissent l'existence du gage à travers la possession par le créancier, mais pour le notissement, la nouvelle loi a introduit un nouveau régime. Donc, ce régime-là se distingue de l'ancien régime du Code de commerce qui imposait un formalisme qui parfois entraîne la nullité de l'inscription. Chaque fois, on trouve dans les articles à peine de nullité, sous peine de nullité. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus cette notion de nullité. Donc, c'est la diligence de la partie qui lui permet de conserver son droit à travers la publicité au registre national de sûreté immobilière. Donc, c'est une publicité instantanée parce qu'il s'agit d'une plateforme électronique accessible à tout le monde via smartphone ou ordinateur portable. Donc, à travers tous les moyens, les canaux possibles les canaux de transmission électronique. Bon, donc les caractéristiques de ce régime, si vous pouvez passer au second slide. Donc, vous voyez, donc c'est le registre national électronique. D'accord, c'est le deuxième. C'est le registre national électronique des sûretés immobilières. Il est hébergé par le ministère de la Justice. C'est à travers les articles 12 et 13 de la loi 21 qui a créé ce registre, et le décret d'application a mis en œuvre toutes les modalités nécessaires pour sa marche. Donc, il est hébergé par le ministère de la Justice. Et l'accès est facile. Il assure trois fonctions, si vous permettez. C'est un registre électronique tout d'abord. Assure trois fonctions. Tout d'abord, informer les tiers de l'existence d'une sûreté. Cette fonction est essentielle, surtout pour les établissements bancaires, parce que avant de donner un crédit, donc toujours elle cherche, elle vérifie quelle est la surface financière du débiteur. Donc, avec ce registre, elles peuvent, en un clic, savoir tous les biens immobiliers qu'ils mettent en gage, en notissement, et l'étape même de la procédure, s'il y a une mesure de réalisation ou non. Donc, c'est un registre déclaratif. C'est un registre basé essentiellement sur l'introduction de l'information par la partie concernée, c'est-à-dire le constituant ou le créancier garanti ou la personne mandatée. Parfois même, l'administration du registre peut intervenir pour modifier ou radier certaines inscriptions d'office ou sur la base d'un jugement rendu définitif. Donc, c'est un registre déclaratif et n'exige pas la production de documents, comme l'a précisé Madame Youssef tout à l'heure. Donc, les parties restent responsables de l'information contenue dans le registre. Et troisièmement, c'est un registre disponible 24 heures sur 24. C'est pas comme le registre actuel, comme le registre de commerce qui travaille au jour ouvrable, mais elle est à tout moment consultable et à tout moment on peut inscrire un notissement. Donc, si vous pouvez passer. Donc, les fonctions du registre, donc il y a l'information de l'existence de la sûreté. Elle détermine également le rang des créanciers de façon bien efficace parce que il ne s'agit plus, on peut pas parler de concurrence lorsqu'inscription au même jour. C'était le cas sous l'égide du Code de commerce avant la réforme. Donc, les inscriptions faites le même jour ont le même rang. Maintenant, chaque inscription aura le rang à la date et à l'heure de l'inscription. Elle assure l'opposabilité du notissement au tiers. Donc, c'est très important. Le tiers ne peut pas méconnaître l'existence de notissement, notamment en cas d'un second notissement ou de vente aux cessions.
Également, il avise les autres créanciers des cas de réalisation de sûreté. Donc, lorsqu'il y a un notissement, les créanciers déjà inscrits seront avertis d'office par le registre dès que une mise en demeure de réalisation soit notifiée au registre. Et la dernière utilité, c'est que ce registre assure une base de données statistiques permettant donc aux autorités, notamment au gouvernement, d'évaluer donc le montant des engagements financiers des entreprises et la santé financière des établissements bancaires et également des entreprises. Donc, si vous pouvez passer au second slide. Donc, les personnes habilitées à inscrire un avis. Au terme de la nouvelle loi, le registre électronique des sûretés mobilières permet l'inscription du notissement ou des sûretés assimilées aux constituants et aux créanciers nantis, et également à l'agent de sûreté, dont on va parler plus tard. Et ces derniers peuvent, s'il vous plaît, revenez, et ces derniers peuvent autoriser, donc que ce soit les notaires, les adouls, les avocats, les experts comptables et toute autre personne munie de procuration spéciale d'inscrire la sûreté à leur place. Mais l'agence de sûreté, qui est un mandataire avec un mandat spécifique, et le constituant et le créancier sont les parties principales qui assurent l'inscription. Si vous pouvez passer. Donc, une place à part doit être réservée à l'agent de sûreté. Donc, c'est pas un mandataire ordinaire, c'est un mandataire avec un rôle renforcé dans la mesure où la loi lui attribue lui donne d'autres pouvoirs et qui dépassent notablement donc ceux du mandataire. Donc, elle peut être définie comme toute autre personne physique ou morale agissant pour le compte et au nom des créanciers pour prendre les mesures nécessaires pour la constitution et l'inscription, et également assurer l'opposabilité du notissement. L'agent de sûreté est un mandataire qui est régi, qui est soumis aux dispositions du Code des obligations contrats, mais avec une certaine particularité. Donc, premièrement, les créanciers mandants ne peuvent concurrencer l'agent de sûreté en ce qui concerne l'activité donc de création et de modification ou de radiation des sûretés. Donc, s'ils délèguent donc ce pouvoir à l'agent de sûreté, ne peuvent intervenir au cours de ces engagements. Également, la cession des droits garantis n'affecte pas ces pouvoirs. Donc, dans le cadre du droit commun, donc la cession des droits entraîne normalement donc l'extinction du mandat parce que le mandat a changé, comme c'est le cas également pour la mort du mandat ou du mandataire. Pour la loi 21-18 relative aux sûretés mobilières, la cession des droits n'affecte pas les pouvoirs du mandant. Donc, celui-ci peut continuer à exercer ses fonctions, à moins qu'il y ait révocation expresse de la part du nouveau cessionnaire. Donc, et les sommes versées donc au compte du dit agent ne peuvent faire l'objet d'une voie d'exécution. Cela signifie que lorsque l'agent de sûreté a procédé à la réalisation des biens, à la réalisation d'un bien donné au notissement, les sommes qu'il va récolter ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution. Donc, c'est une immunité, immunité de la réalisation face à certains droits, notamment les privilèges qui peuvent surgir au moment de la distribution des deniers. Si vous pouvez. Donc, l'agent de sûreté également peut, sans l'autorisation du mandant, rester en justice. Donc, il y a un autre article de la loi 21-18 relative aux sûretés mobilières et qui donne un pouvoir assez large pour l'agent de sûreté qui dépasse
les cas normaux. Donc, l'agent de sûreté peut, sans l'autorisation du mandant, rester en justice. Donc, c'est le premier cas. Le deuxième, l'agent de sûreté peut constituer un gage ou un notissement. Il peut radier un notissement après son extinction. Donc, dans ces trois cas de figure, l'agent de sûreté n'a pas besoin d'un pouvoir spécial. Donc, il peut d'office, spontanément, agir en justice pour défendre les intérêts du créancier nanti. Et également, il peut constituer un gage ou un notissement ou le radier. Donc, ça ne pose pas de problème pour lui. Donc, il n'a pas besoin d'un mandat spécial. Comment inscrire un avis? Donc, c'est un petit peu la procédure d'inscription. Donc, au terme du décret relatif du décret pris en application de la loi, donc il y a toute une procédure à suivre, mais qui est très simple parce qu'il s'agit, comme je l'avais dit tout à l'heure, d'une plateforme électronique. Donc, tout d'abord, l'intéressé doit ouvrir un compte client. Un compte client, ce compte client qu'il va créer sur la plateforme, il va recevoir donc de l'administration donc un compte qui peut changer à sa guise. Et également, il peut changer la dénomination. Et le plus important, il peut créer, elle peut permettre à des utilisateurs d'utiliser donc son compte, donc notamment pour les établissements bancaires. Donc ils peuvent donner donc à leurs subordonnés le droit d'accès avec des codes spécifiques pour chacun d'eux et contrôler également leur activité. Donc après l'ouverture ou la création du compte client, l'intéressé doit alimenter un compte. C'est un compte de préfinancement. C'est un compte, il peut utiliser tous les procédés électroniques de paiement. La somme, donc le prix, les frais commencent par 100 dirhams, donc selon les opérations, donc 100 dirhams pour toutes les opérations, je m'excuse. Et lorsque le compte est alimenté, le client peut entamer la procédure d'inscription. Donc, il doit choisir le type d'opération et remplir les champs. Donc, il y a un menu déroulant qu'il peut suivre et celui-ci va lui permettre d'inscrire le notissement ou de modifier une inscription déjà faite. Pour la consultation, elle est gratuite également. Je vais passer à il y a une information très importante. C'est vrai que la loi ne parle pas de ces énonciations aux mentions que doit apporter le registre, mais c'est très important pour le notaire de les avoir parce qu'ils conditionnent la publicité. Donc, pour la personne physique, donc en plus du nom et du prénom et du numéro de la carte d'identité nationale, on a besoin d'un identifiant fiscal. Donc, c'est cet identifiant qui va permettre la recherche donc des avis de notissement ou de radiation ou de modification. Donc, c'est très important d'avoir l'identifiant fiscal pour les commerçants. Et pour les sociétés commerciales, également, l'identifiant fiscal. Pour les coopératives, en plus de la dénomination, la personne qui doit assurer la publicité doit avoir le numéro d'enregistrement dans le registre local des coopératives. Parce qu'on sait très bien que le notissement maintenant est ouvert aussi bien aux commerçants qu'aux non-commerçants. Et pour les autres personnes morales, notamment les personnes qui n'ont pas ni d'identifiant fiscal ou les établissements étrangers, et qui ne sont pas inscrits au Maroc. Donc, on peut introduire juste la dénomination sociale. Et après, donc, également l'adresse ou le siège social. S'il vous plaît, oui. Le nom ou la dénomination sociale pour les personnes morales, c'est l'identité du créancier garanti. Donc, on passe maintenant au créancier. Quelles sont les informations que le créancier doit introduire dans le registre? Donc, il y a le nom et le prénom et la dénomination pour les personnes morales, l'identité du mandataire avec la mention des références de la procuration,
l'adresse électronique du créancier nanti. Donc, cette adresse électronique est très importante parce qu'elle permet au créancier d'être averti par le registre de toute réalisation faite par les autres créanciers. Donc, lorsqu'il y a une procédure de réalisation, le créancier sait que le créancier va mettre en demeure le débiteur et cette mise en demeure va être inscrite sur le registre. Et le registre va, sur le champ, transmettre à l'adresse électronique du créancier toutes les informations liées à cette réalisation. Et puis, le montant de la créance, la date d'extinction, ce sont des éléments déjà contenus dans la loi. Si vous permettez. Comment effectuons une recherche? Donc, la recherche, c'est la finalité donc, de l'inscription, c'est-à-dire avertir les tiers de l'existence du notissement et donc, les énonciations qu'on a déjà qu'on a déjà signalé tout à l'heure, servent à cette recherche. Donc, il y a tout d'abord la recherche simple que toute personne peut faire. Donc, c'est une recherche gratuite. Il y a la recherche certifiée. Celle-ci permet l'obtention d'attestations d'inscription. Donc, cette recherche certifiée exige de la personne nécessairement qu'il ouvre un compte, c'est-à-dire qu'elle crée un compte donc, au registre. Donc, ce compte, elle doit le financer et à travers ce compte, elle peut demander la recherche certifiée. Cette recherche va lui permettre d'avoir une attestation, une preuve devant les tribunaux ou une preuve pour notamment monter un dossier de crédit auprès d'un établissement bancaire. Et cette recherche donc est enregistrée dans le registre électronique des sûretés immobilières de façon à ce que lorsque on cherche donc s'il y avait des recherches, si la recherche le document d'attestation si l'attestation de recherche n'est pas fausse, on va trouver la trace de la recherche. Le second slide. Ah, merci. Donc, merci à vous. Merci à vous. Merci, monsieur Alla. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Oui. Merci Yousra Adjam, merci Mohamed Allah pour ces précisions. Je vous propose de passer aux questions avec les participants. Il nous reste quelques minutes donc pour répondre aux questions que les participants pourraient se poser. Alors, donc je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. Hein, c'est le moment où jamais les experts sont là pour y répondre. Alors, je vais prendre une première question qui, je pense, s'adresse à Yousra Adjam. Sur l'établissement donc d'un acte solennel, est-il une condition de preuve ou est-ce une condition de validité du gage au regard de la nouvelle loi? Alors, au regard de la nouvelle loi, c'est une condition de validité et bien sûr, c'est une preuve. Donc, effectivement, c'est les deux. Alors, Samira Anbar avait posé comme question quid si on n'arrive pas à fixer le montant de la créance garantie? Alors, vous voyez sur quoi porte cette question précisément, Yousra Adjam? Oui, alors si on n'arrive pas à fixer le montant de la créance garantie, écoutez, parce que la loi n'a pas mis, en fait, ils ont mis un montant maximum, mais après, en fait, ils n'ont pas dans le même alinéa. Ils ont rajouté qu'en fait, il n'y a pas de plafond. Donc, finalement, si on n'arrive pas à fixer le montant de la créance, on peut décrire en termes généraux cette créance et les éléments qui la constituent et bien sûr les obligations qui lui donnent naissance. Comme tout à l'heure, je vous ai donné un exemple, c'est-à-dire qu'on peut stipuler par exemple que pour sûreté et garantie du remboursement de toute créance susceptible de résulter de l'objet d'un tel contrat, on nantit au profit du créancier un tel bien. Voilà. Très bien.
Alors, une autre question intéressante, je crois que vous y avez plus ou moins répondu via le chat, mais je vais quand même la poser pour avoir plus de précision de vive voix. Donc, si un fonds de commerce comprend un brevet d'invention visible sur le modèle J et qu'il fait l'objet d'un nantissement, est-ce que le créancier doit se contenter de nantir le fonds de commerce ou bien doit-il inscrire en plus le nantissement de ce brevet d'invention au registre national des brevets tenu par l'OMPIC? Oui, tout à fait. Alors, justement, parce que le fonds de commerce, il peut comporter un brevet, une marque. Bon, généralement, c'est le cas. Hein. Donc, finalement, on doit inscrire ce fonds de commerce sur le registre national des sûretés mobilières. Mais en fait, l'autre registre n'a pas été, on va dire, supprimé par la nouvelle législation et ça subsiste dans notre texte spécial. Donc, finalement, il faut inscrire dans le registre le fonds de commerce, qui emporte aussi le brevet, et il faut aussi inscrire dans notre registre, d'où la double inscription pour le cas des propriétés intellectuelles. Alors, il faudrait justement que je revienne sur une question qui a été justement posée, c'est que puisque le législateur n'avait pas mis en place ce qu'on appelle un registre unique, ça veut dire comme pour les pays anglo-saxons, à savoir les États-Unis et le Canada, qui eux aussi disposent de ce genre de registre, mais qui est en fait un registre qui englobe tout. Alors pour nous, on a modifié le Dahir des obligations et des contrats, on a modifié le code de commerce, mais en fait les autres textes spéciaux et les autres Dahir n'ont pas été touchés. Ça veut dire tout simplement que les films, par exemple, cinématographiques, il y a un Dahir spécial qui prévoit un registre spécial. Et donc, il faut inscrire dans ce registre spécial. Alors, on aura les aéronefs, les navires. Les aéronefs, c'est un texte spécial avec un registre spécial d'immatriculation. Les navires, la même chose, des hypothèques. Bon, déjà, dans les navires, on parle d'hypothèque. On parle parce que c'est un bâtiment de mer. Donc, effectivement, il y a d'autres registres qui existent parce que celui-là n'est pas un registre unique. Donc, voilà. Donc, finalement, on aura des fois une double inscription. Donc, en fait, on aura des législations qui se juxtaposent ou tout simplement, on aura d'autres registres qui n'ont rien à voir avec le registre de nantissement qu'on vient de modifier, qu'on vient de créer. D'accord, merci Yousra Jam. Une question pour Monsieur Allah. Concernant l'agent de nantissement, s'agit-il d'une mission ou d'une fonction? Pour l'agent de sûreté, donc à travers la loi, donc c'est une fonction, une mission, c'est-à-dire qu'il n'a pas un statut particulier, donc il n'est pas soumis à des dispositions comme pour les avocats ou les notaires, mais c'est ouvert à toute personne, qu'elle soit physique ou morale, qui peuvent même de façon occasionnelle exercer cette mission d'agent de sûreté. Donc, il n'a pas cet aspect fonctionnel. Donc, en fait, j'aimerais revenir sur la question liée à la double inscription. La loi précise que l'innantissement doit être inscrit au registre électronique des sociétés immobilières. Hormis les cas précisés par la loi, pour le reste, donc c'est les registres spécifiques pour chaque type de nantissement. Donc pour les véhicules, il y a donc un registre spécial. Pour les aéronefs et les navires également, il y a un registre spécial. Pour les brevets d'invention, c'est-à-dire le droit de propriété industrielle, il y a un registre spécifique parce qu'on est lié également par des conventions internationales. Mais le plus important, c'est qu'il n'y a de double inscription que lorsqu'il y a un nantissement de fonds de commerce qui intègre également des éléments de la propriété industrielle. Pour le fonds de commerce, lorsqu'il y a inscription de fonds de commerce, on mentionne les brevets qui font partie de nantissement. Donc, parce que parmi les obligations, lorsque les énonciations que doit contenir un contrat de nantissement de fonds de commerce, c'est les éléments sur lesquels porte son nantissement. Et si donc il y a des droits de propriété industrielle, industrielle ou intellectuelle, on doit le mentionner dans l'acte et il sera publié de la même façon. Mais il ne s'agit pas vraiment d'une inscription spécifique pour ces droits de propriété industrielle. C'est juste une mention, c'est-à-dire une détermination de l'objet sur lequel porte le nantissement de fonds de commerce. Mais également, on doit inscrire pour ces droits dans le registre spécifique, c'est-à-dire l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale.
Mais à part ce cas-là, pour le reste, donc soit on inscrit le lotissement sur le registre national des sociétés immobilières, soit sur les registres spécifiques. Mais il n'y a pas de double inscription dans les deux registres. Merci pour ces précisions. Alors, je reviens sur cette nouveauté qu'est l'agent des sûretés. Est-ce que le notaire peut exercer la mission d'agent des sûretés? Monsieur Alla, peut-être? Oui, normalement, c'est une activité qui n'est pas rémunérée, donc le mandat peut être gratuit comme il peut être également donc rémunéré. On sait que pour le notaire, il y a un cadre spécifique qui délimite son champ d'intervention. Il y a des incompatibilités, des fonctions qu'il ne peut pas exercer. Donc, il peut y avoir une incompatibilité entre sa mission, donc sa fonction de notaire, et le fait d'assurer la mission d'agent de sûreté, parce qu'il peut rester en justice, il peut également prendre un certain nombre de mesures liées à ces sûretés-là. Et l'agent de sûreté, dans le droit comparé, devient de plus en plus une fonction, parce qu'il assure un portefeuille de notissement auprès des établissements bancaires. Donc, je ne vois pas vraiment la possibilité pour un notaire d'exercer la fonction d'agent de sûreté sans qu'il y ait modification de la loi, parce que la loi lui interdit donc une activité rémunératrice parallèle. C'est le seul problème qui peut exister. Mais à titre gracieux, c'est-à-dire sans être rémunéré, il peut le faire donc de façon occasionnelle. Alors aussi, en fait, si vous permettez, la loi, elle a introduit un nouveau mode d'exécution de ces sûretés, à savoir la vente aux enchères privées. Et donc, cette vente aux enchères privées qui est faite en fait par une tierce personne dont le notaire. Donc, le notaire, il peut effectivement exercer ce genre de mission, à savoir la vente aux enchères privées. Merci à tous les deux. Alors, il nous reste quelques minutes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Est-ce que vous souhaitez chacun rajouter peut-être quelque chose, un dernier mot suite à votre intervention, Madame Adjem? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour conclure? Bon, alors, je voudrais rajouter qu'en fait, pour d'autres textes, donc maintenant ce texte-là qui a été modifié, on va dire le DAF des obligations et des contrats, qui nous donne la différence entre le gage et le nantissement, et qu'on sait que le gage est avec sans dépossession, pardon, et le nantissement, le gage, il est avec dépossession, excusez-moi, et le nantissement, c'est sans dépossession. Quand on retourne vers d'autres lois qui sont spécifiques, on garde toujours la notion gage. Ça veut dire que ça n'a pas été harmonisé, mais qu'en principe, on est censé comprendre nantissement plutôt qu'un gage, parce que ça s'est basé sur d'autres textes, comme par exemple le texte de la propriété intellectuelle, il parle jamais de nantissement, mais on dit gage, alors que finalement, le gage est actuellement avec des possessions. Donc, en fait, ça ne concorde pas, mais c'est juste un problème d'harmonisation de la loi. Merci. Alors, j'ai le temps de prendre une dernière question. Quel coût pour un nantissement d'action? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Merci pour la question. Tout d'abord, pour les valeurs mobilières, ils ne sont pas soumis donc aux dispositions relatives à l'inscription au registre des sociétés immobilières. Donc, elles sont soumises aux dispositions du code de commerce qui prévoit pour le nantissement de ce titre. Plutôt, il parle du gage. Il y a au début de l'article, on parle de nantissement, mais en fait, il s'agit d'un gage avec des possessions. Donc, pour l'instant, le nantissement des actions, c'est-à-dire les actions et les parts sociales, n'est pas soumis à la publicité au registre national des sociétés immobilières. Et pour toutes les autres opérations, sans distinction, c'est 100 dirhams par opération. Il n'y a pas de taux variable, excepté pour les recherches pour le public, les recherches non certifiées, donc c'est 0 dirhams. Également pour la conversion de la promesse de nantissement.
également, donc on ne paie rien. Donc c'est juste parce qu'on a déjà payé pour la promesse de nantissement. La reconversion, pour la reconversion, on ne paie pas de frais. Donc pour le reste, c'est 100 dirhams. Très bien. Alors, il y a une question qui a été posée par rapport à la précision concernant les nouvelles dispositions relatives au nantissement des comptes bancaires et la clause de réserve de propriété en matière de comptes immobiliers. Alors, justement, pour les comptes bancaires, ça a été une nouveauté, le nantissement de comptes bancaires. Par contre, dans le projet de loi de 2015, on avait prévu non pas le nantissement, mais le gage espèce. Alors, ce qui a été supprimé et qu'on a gardé le nantissement. Alors, quelle est la différence? Bien sûr, le gage, c'est avec des possessions. Le nantissement, c'est sans dépossession. Donc, voilà. Le gage espèce, il aurait permis que le créancier dispose de la chose, de l'argent, quoi, et que s'il se fait payer, eh ben, il doit tout simplement rendre cet argent. S'il se fait pas payer, il en perd une compensation. Alors là, la loi, elle a gardé seulement le nantissement des comptes bancaires. Alors, le nantissement des comptes bancaires, c'est un nantissement de créance. Donc voilà, puisque c'est une créance, et qu'en fait, il faut pour le faire établir un acte, et que cet acte doit être inscrit, bien entendu, au registre, ça c'est sûr, donc pour tous les effets que ça comporte, mais aussi qu'il n'est opposable à l'égard de l'établissement que s'il est notifié donc à cet établissement. Donc, il faudrait notifier ce nantissement par le créancier nanti, donc à la banque, à l'établissement bancaire concerné. Alors, bien sûr, le créancier nanti ne peut, si l'acte constitutif le prévoit, demander à l'établissement que la somme d'argent soit bloquée. Donc, pour qu'on puisse demander que l'établissement bancaire bloque cette somme d'argent ou la somme du nantissement dans le solde du créditeur du compte, il faudrait que ce soit inséré dans l'acte constitutif. Donc, c'est très intéressant comme garantie qui peut éventuellement servir pas mal d'établissements qui veulent recourir à des crédits. Donc, en fait, ça permettra quand même de… Voilà. Alors, pour la réalisation du nantissement, il faudrait le réaliser dans les formes et dans les formalités qui ont été établies par l'article 1219. Alors, je me permets de prendre une dernière question, alors qui s'adresse à vous, Madame Adjam, mais Monsieur Alla, vous pourrez y répondre si vous le souhaitez. Si vous aviez la possibilité de rajouter un article ou une opération relative à la nouvelle loi concernant les pratiques de nantissement, que feriez-vous concrètement? Quels sont les grands oublis de la nouvelle loi sur les sûretés mobilières, selon vous? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par les grands oublis de la… Est-ce que vous considérez que la loi a omis certaines choses, peut-être en matière de nantissement? Alors déjà, donc on va dire que pour certaines situations, à savoir le pacte commissaire, il faut que ce soit par exemple fait au moment de la constitution du gage. La même chose pour la vente gré à gré. Est-ce qu'il y a la possibilité éventuellement de rajouter un additif pour le prévoir? C'est une question parce qu'avant, dans le projet de loi, ça figurait, ça a été supprimé. Donc, on ne sait pas. Alors, le gage espèce, ça aussi, c'était intéressant, mais qui a été supprimé éventuellement. Et donc, le grand souhait actuellement, c'est qu'on puisse avoir un fichier unique, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé à chaque fois d'observer les autres fichiers ou les autres registres pour y inscrire, et des fois on oublie même leur existence. Donc ça peut être très dangereux pour les créanciers, ça peut être très dangereux pour les rentes, donc c'est vraiment très dangereux pour le crédit. Bon, maintenant il y a des avancées, certes, et bien sûr on ne cessera pas d'avancer parce que de toute façon le droit il est en mutuelle. Bon, enfin, ça se réforme tout le temps. Donc, on voudrait bien que les prochaines fois, d'abord, on inclut les professionnels dans les réformes de loi, parce que ce sont les professionnels qui donnent la réalité des choses, parce qu'on est sur le terrain, et il faudrait quand même aller vers un fichier unique. Ça, c'est le souhait le plus grand. Monsieur Alla, peut-être, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Vous voulez ajouter quelque chose? J'aimerais dire que cette loi, c'est vrai, c'est une loi embryonnaire parce qu'elle a permis de passer à une autre étape. Le problème avec toute modification liée donc, au droit de sûreté, c'est les situations antérieures. Donc, avec la réforme,
on était obligé, donc, les autorités étaient obligées de prendre en charge toute la migration de lotissement de la période antérieure. Donc, ça fait quasiment donc, les trentaines d'années antérieures avec les établissements bancaires pour passer de l'ancien registre, le registre commerce, et des registres également tenus par les tribunaux à ce registre. Donc, des milliers d'opérations sont en cours de transfert. Donc, c'est difficile de supprimer tout le registre en un coup. On passe donc on a essayé d'unifier donc les registres les plus importants et les plus significatifs pour l'économie. Et peut-être dans l'avenir, donc on passera donc un registre unifié. Ce que j'aurais aimé que la loi prévoit, c'est de réglementer les privilèges. Donc, c'était un grand problème, ça reste un grand problème parce que pour moi, donc un privilège, c'est juste, je l'imagine comme une petite mine, une bombe à retardement, parce qu'à tout moment, même si vous êtes créancier hypothécaire ou créancier nanti, à n'importe quel moment, surtout au moment de la réalisation de sûreté, vous pouvez être surpris par l'existence donc de créanciers privilégiés et qui peuvent surgir juste à ce moment-là, après tant d'années de procédures et de frais. Donc, elles vont récolter le fruit de la réalisation. Donc, s'il y a un travail à faire, c'est sur ce plan-là, c'est-à-dire on doit revoir donc les privilèges de façon à les réduire au minimum, c'est-à-dire 4 ou 5 privilèges les plus importants, et assurer également leur publicité. Comme tous les autres sûretés, donc un privilège doit être également publié pour que donc les créanciers ou donc les opérateurs puissent savoir quel est le degré d'engagement financier donc du débiteur. Donc c'est à peu près donc sur ce point que je crois essentiel, peut-être qu'on doit travailler. Merci pour ces précisions intéressantes. Alors, on va essayer de répondre à toutes les questions. J'en vois une dernière, d'ailleurs 2 dernières. Donc, y a-t-il des conditions spécifiques concernant la constitution de la vente mobilière avec clause de réserve de propriété? Je ne sais pas qui souhaite répondre à cette question. Pour la vente avec le clause de réserve de propriété, c'est vrai, c'est une façon détourner, donc utiliser notamment en droit comparé pour faire face donc aux procédures collectives, parce que le transfert de la propriété donc est retardé jusqu'au paiement de la dette. Pour le formalisme, donc c'est comme pour le lotissement un écrit qui va contenir évidemment donc cette clause et également la publicité. Donc elle doit être publiée au registre électronique des sûretés immobilières. Donc, il n'y a pas beaucoup de formalisme, mais peut-être qu'il n'est pas beaucoup utilisé. Donc, surtout pour les établissements bancaires, parce que nous ne sommes pas concernés par ces ventes-là. Merci. Alors, il y a une autre question. Ne pensez-vous pas que ce registre électronique national marque un tournant dans la vie juridique marocaine? Bah si, parce qu'en fait, à un moment donné, on n'avait rien. Là, on a quelque chose de très intéressant, il faut dire. Mais c'est pas complet. On veut que ce soit parfait, oui. Mais pour le moment, c'est un vrai tournant, réellement. Ça a permis quand même des choses qui n'existaient même pas et qu'on n'aurait même pas imaginé que ça existait, comme par exemple le parc promissoire. Ça permet d'avoir la vente de KRS, ce qui est très, très, très bien pour les créanciers. Donc, en fait, ça permet quand même d'alléger les tribunaux parce que finalement, à chaque fois, il faut recourir à la vente judiciaire et on sait très bien que la vente judiciaire n'est pas du tout dans l'intérêt des débiteur. Généralement, elle n'est pas dans l'intérêt des débiteur parce que ça commence à un prix qui est quand même un peu dérisoire. Et puis, ça permet donc de ne plus encombrer les tribunaux, effectivement. Alors, ce sont des techniques qui vont nous permettre, nous, rédacteurs d'actes, d'aider dans un sens positif les tribunaux et donc de réaliser ces sûretés en sécurité, bien entendu, parce que le registre est justement là pour sécuriser ces sûretés. Donc, voilà. Merci, Maître Zani, parce qu'effectivement, votre question est très pertinente.
Merci d'y avoir répondu. Écoutez, je ne vois plus de questions, nous sommes dans les temps. Je vous remercie tous les deux, Yousra Adjam, Mohamed Allah, d'avoir répondu aux questions, surtout des participants, d'avoir apporté ces précisions sur cette loi importante. Alors, j'indique aux participants que le replay de cette conférence sera disponible dès lundi sur YouTube. Donc, le lien d'accès sera accessible depuis les pages, les réseaux sociaux, donc les pages LinkedIn et Twitter de Lexis Maroc. Donc, merci également au Conseil régional des notaires de Rabat pour ce premier webinaire que nous co-organisons. Donc, merci à tous et puis merci à vous. À bientôt. Merci, merci au revoir. Merci encore d'avoir participé. Au revoir. Au revoir.